Je trouve que c'est extrêmement difficile d'être enseignant aujourd'hui. On voit que le nombre d'interventions des parents est 2 fois plus élevé que l'an dernier, y compris au primaire, où globalement, l'enseignant doit presque filmer les difficultés qu'il aurait pu avoir avec un élève pour que le parent croie l'enseignant. Le niveau de vie des enseignants a baissé. Et globalement, les enseignants en France sont moins bien payés. Et donc, depuis 20 ou 30 ans, le salaire a baissé. La préparation des cours, le cours et la correction, l'IA va faire un bond. Aujourd'hui, on n'est que plutôt sur la préparation. Et on arrive sur la partie, aujourd'hui, correction-évaluation, qui est un sujet assez intéressant. Quel avenir pour l'école à l'heure de l'intelligence artificielle, de l'épuisement des enseignants et des fractures sociales qui persistent ? Comment réinventer aussi une éducation plus humaine, plus fluide, plus juste, sans tomber dans le piège du tout technologique ni du statu quo ? Aujourd'hui, je reçois Bernard Géry, directeur général adjoint de la transformation numérique à la région Île-de-France. Il pilote des projets d'envergure, vous allez le voir, on va en parler, qui touchent des centaines de milliers d'élèves et d'enseignants. Dans cet épisode, on va aborder les sujets d'intelligence artificielle, de personnalisation des apprentissages, de reconnaissance du métier d'enseignant, de la place des jeunes dans notre société aussi, et puis d'une vision bien sûr politique de l'éducation, mais dans le sens noble du terme, vous allez le voir. Un épisode qu'on espère à la croisée de la pédagogie, de l'innovation, de la culture et de l'engagement citoyen. Bonne écoute et surtout merci Bernard Géry d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je l'ai dit, vous travaillez sur la transformation numérique de la région. Pour qu'on comprenne bien, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce que vous faites et qui se demandent ce que c'est que la transformation numérique de la région, qu'est-ce qui se cache derrière votre titre et votre poste ? Comment vous occupez vos journées ? Que je sais bien occuper déjà. On essaye. La transformation numérique, c'est en fait 3 grandes directions. En tout cas, la première, c'est la direction des systèmes d'information. Ouais. Donc tout ce qui va relever des grands logiciels, paye, finance, etc. Pour le siège de la région et donc pour ses politiques publiques. Et puis une partie direction de la donnée, qui est un élément important et nouveau pour nous, en tout cas qu'on a créé il y a 3 ans. Ouais. Et une troisième partie qui est plutôt autour du numérique, des applicatifs numériques, de l'innovation. Sachant que la région, c'est 2 activités chez moi. C'est à la fois le siège et ses politiques publiques, et puis les 470 lycées de la région Île-de-France. Ça fait un peu de boulot. Surtout 470 lycées, il y a toujours quelque chose de nouveau. Une petite urgence à gérer. Une petite urgence, voilà. Mais on essaye de les réduire, mais effectivement, ça prend du temps. Oui, j'imagine. Alors, vous m'avez dit qu'en préparant cette interview, vous aimez les échanges, les interviews qui permettent de donner du sens. Et vous avez bien raison, c'est ce qu'on essaye de faire aussi ici dans 20 sur 20. Quel sens vous donnez à votre engagement dans l'action publique, justement ? Je crois qu'aujourd'hui, on a un moment où l'action publique est challengée, remise en cause, à la fois par les citoyens, sur sa qualité, la qualité du service, sur les moyens qu'on y affecte, la répartition des moyens. Finalement, on a l'impression de payer beaucoup d'impôts, mais de se dire où va cet impôt, à quoi il sert. Et puis, il est challengé évidemment aussi par les révolutions technologiques qui nous incitent à repenser la façon dont on produit un service. En fait, service public, il y a le mot service. Et donc, il y a bien une production de services qu'on doit matérialiser, formaliser. Et effectivement, aujourd'hui, dans ce rôle de production de services, le numérique, les systèmes d'information ont un rôle essentiel. Donc, c'est à la fois une vision où on est partenaire de ce qu'on va appeler les métiers du politique, en leur disant comment on travaille ensemble pour la qualité de ce service, le fiabiliser, le renouveler. Et puis, on a à la fois aussi un rôle un peu d'inspiration aujourd'hui en disant la technologie arrive, il faut un peu la traduire, la vulgariser et redonner une capacité, une vision à ce qu'on peut faire. En tout cas, on croit au service public, on aurait envie aujourd'hui de le renouveler, de le transformer pour qu'il fonctionne correctement. On est sur la bonne voie ? Vous êtes optimiste ? On est... on est à mi-parcours, peut-être. On est sur un chemin où on sent que un certain nombre de choses ont été faites. On le voit, si je ne prends pas forcément la région, mais si on prend l'administration d'État, j'ai rempli mes impôts hier. Ah, vous aussi ? Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est un service qui fonctionne. En tout cas, je trouve qu'il est globalement... Alors, il y a des petites subtilités qui m'ont pris 1 heure ou 2, mais on va dans le fond du fond. Mais globalement, on peut considérer qu'on a considérablement quand même transformé ce service en le modernisant. Donc, on voit cette capacité.
on voit que peut-être que c'est un petit peu morcelé, qu'on manque d'une vision d'ensemble, on manque sans doute d'un architecte central au niveau de l'État. Au niveau de la région, je dirais qu'on est aussi à mi-chemin. On a eu un premier mandat. Alors, la région n'a pas démarré, évidemment, avec Valérie Pécresse et son élection, mais en tout cas, moi, je suis arrivé à ce moment-là. Ouais. Un premier mandat qui a tourné autour du déménagement, autour du télétravail, le regroupement des services, donc un gros effort autour de ces fonctions support. Et peut-être un peu moins d'attention, mais y compris de moyens, autour des grands logiciels, systèmes d'information, direction de la donnée. Et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. Donc, on est dans ce moment-là, mais un moment intéressant où peut-être que les directions métiers comprennent mieux ce qu'on fait, en attendent davantage et nous poussent à accélérer. Donc, en tout cas, moi, je crois que la réforme de l'État ou des administrations passera par cette attention très fine au système d'information et la façon dont la donnée circule dans les systèmes d'information. Ça, si on élargit le sujet, on parle de numérique aussi, bien sûr, d'innovation, de transformation. On espère aussi que ces 3 sujets-là vont transformer l'école, demain l'université, l'enseignement supérieur aussi. C'est le cœur de ce podcast aujourd'hui. Le cœur, vous, de vos actions, c'est le sens. Et justement, le sens, je crois que votre histoire personnelle, notamment l'histoire de votre grand-mère polonaise, a influencé votre regard sur l'école, mais plus largement sur le sens que vous donnez à votre vie, sur la République aussi. Oui, c'est vrai que j'ai un exemple personnel d'une grand-mère qui arrive de Pologne dans les années 30 et qui effectivement n'a rien, dort dans la paille. Et ma mère va à l'école et finalement c'est l'école de la République qui lui donne accès à beaucoup de choses. Ça fonctionne malgré tout. En tout cas, ça a fonctionné. Ça fonctionne dans l'apprentissage du français, dans la capacité à passer des diplômes, peut-être progressivement avec moins de moyens au début. Mais on voit qu'on a... En tout cas, moi, j'ai un modèle où cette capacité d'intégration dans un modèle républicain, dans la République française, etc. Et puis dans l'apprentissage de connaissances, l'école a joué un rôle fondamental. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on recherche un peu, finalement, sans dire que plus rien ne fonctionne, c'est pas du tout le cas, et on y reviendra, mais on voit bien que ça patine un peu, la capacité à embarquer, finalement, toute une génération, une jeunesse, sur ce modèle-là. Qu'est-ce qui fonctionne moins ou moins bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, un modèle qui a quand même un modèle d'intégration qui, globalement, a fonctionné, et où l'école a été un élément clé dans le parcours de mes parents. L'école, vous plaidez d'ailleurs pour une revalorisation du métier d'enseignant. Je trouve que c'est extrêmement difficile d'être enseignant aujourd'hui. Pourquoi ? Peut-être que plusieurs niveaux. Je pense qu'il faut considérer que la façon dont on fait la classe, donc ça rejoint la notion d'autorité, est quand même rechallengée de manière globale un peu partout. Bon, je relisais encore un article ce matin où on voit que le nombre d'interventions des parents est 2 fois plus élevé que l'an dernier, y compris au primaire, où globalement, l'enseignant doit presque filmer les difficultés qu'il aurait pu avoir avec un élève pour que le parent croie l'enseignant de ce qui s'est passé dans la classe. Donc on voit bien qu'on a une forme de remise en cause et de crédibilité. C'est aussi difficile peut-être qu'il faut quand même le dire, le niveau de vie des enseignants a baissé. Et globalement, les enseignants en France sont moins bien payés. Et donc, depuis 20 ou 30 ans, le salaire a baissé. Donc derrière, le salaire n'est pas le seul élément pour attirer des gens dans une société ou même dans l'administration, heureusement, sinon on serait aussi en difficulté à la région. Mais ça fait partie des éléments. Donc je crois qu'il y a quand même des éléments de revalorisation qui sont à la salariale, qui est quand même une forme d'attention. Et puis derrière, il y a aussi la capacité à saisir différentes injonctions ministérielles. C'est vrai qu'être prof aujourd'hui, quand il y a eu 5 ou 6 ministres de l'Éducation, c'est peut-être que... En quelques mois seulement. En quelques mois, on peut aussi avoir quelques difficultés à suivre ou les différents programmes que chaque patte que chaque ministre voudrait mettre. Donc, une grosse difficulté. Et donc, effectivement, je crois que c'est une forme d'attention qu'on doit avoir, et on le voit bien sur le concours, sur le recrutement, en particulier en Île-de-France. On a quand même des difficultés à recruter dans des zones qui peuvent être un peu plus compliquées. Au point où on en arrive à faire des speed dating, notamment dans l'Académie de Versailles, pour trouver des enseignants. Oui, finalement,
On comprend ceux qui sont en charge de l'administration, cherchent par tous les moyens Bien sûr. à tester des nouvelles idées. Alors, pourquoi pas? Peut-être en tout cas, on voit que la question de la formation et revenus ont été rechallengés, donc peut-être qu'elle apportera aussi des nouveaux éléments. Il y a aussi la question de la formation tout au long de la vie, et peut-être aussi on peut comprendre qu'au bout de 20 ans, on ait envie de faire autre chose, ou on a envie de faire des pauses. Donc il y a peut-être aussi la construction du parcours de l'enseignant qui peut un peu évoluer. Enfin, moi j'admire un professeur ou un enseignant qui a fait 40 ans de cours. Je pense que c'est quand même assez challengeant de subir mes enfants, ou même moi-même, quand je l'étais. Aïe, aïe, aïe. Surtout au collège, où c'est cette période un peu compliquée, c'est quand même pas facile. Alors, de quoi le système éducatif français souffre-t-il, selon vous? En fait, paradoxalement, il souffre d'un excès de centralisation et d'un excès d'autonomie. Et je le vois sur les questions du numérique, qui est le sujet que je maîtrise un tout petit peu mieux, mais en fait, on pourrait se dire, l'éducation nationale, sa force, effectivement, c'est d'être nationale et de pouvoir imposer des modèles nationaux. Et en fait, c'est pas toujours le cas. On voit que finalement, on laisse beaucoup d'autonomie, ce qui n'est pas inintéressant, mais dans la relation autorité-autonomie. Et d'un autre côté, on va laisser peut-être une forme d'engagement ou de décision finale à un niveau local, et une forme de dispersion des moyens, parce que les moyens mis à disposition, même si chaque enseignant a sa capacité, a ses propres méthodes, etc., globalement, on est quand même sur de l'apprentissage, avec un certain nombre d'apports des sciences humaines et sociales sur la capacité à apprendre, la façon d'apprendre. Quand on voit le temps qu'on a mis à revenir en arrière sur la méthode d'apprentissage du français, on voit que là, c'est un peu ce modèle entre la centralisation et l'autonomie finale. Au bout d'un moment, on voyait que la science indiquait que les méthodes d'apprentissage n'étaient pas forcément cohérentes. Donc c'est un peu ce double niveau. Et puis il y a toujours, mais je dirais que c'est aussi parfois des balanciers en entreprise ou dans des organisations. On va avoir des moments où on va un peu recentraliser et des moments où on va donner davantage d'autonomie. Mais c'est peut-être cette articulation-là qui est aujourd'hui un peu compliquée. Est-ce que l'école ou l'université, c'est encore un lieu où on apprend à faire société? Quand même, pour avoir des enfants et pour l'avoir fait, une grande majorité des collègues ou des copains ou des amis, on les trouve globalement à l'école, peut-être dans les clubs sportifs ou culturels aussi, mais ça reste quand même un lieu. Le problème, c'est qu'après, est-ce que l'école, dans son organisation, fait qu'on se retrouve dans des milieux peut-être homogènes ou un peu plus homogènes. Et donc faire société, c'est peut-être faire société avec une partie de la société qu'on connaît davantage ou la plus proche de nous. Et c'est vrai qu'il y a... Bon, néanmoins, on y passe... Enfin, je crois que les élèves y passent quand même beaucoup de temps. Donc, comme un apprentissage de vie commune, d'amis, etc. On y est. Oui, j'ai l'impression que c'est quand même un des derniers lieux où on apprend à vivre en société. Ça reste un lieu aussi, alors effectivement, vous dites on arrive à faire société, malgré tout, ça reste aussi un lieu qui est de plus en plus, j'allais dire, mis à mal ces derniers temps, où il y a une vraie crise d'autorité. On voit des gamins, des enfants, des adolescents qui sont capables de faire des choses entre eux. On parlait récemment du harcèlement d'enfants de 6 ans. Harcèlement à 6 ans, et notamment sur les réseaux sociaux à 6 ans, mais il n'y a rien qui va dans ce que je suis en train de vous dire, qui est particulièrement choquant. Il y a bien sûr des agressions d'enseignants, etc., et tout le reste dont on pourrait parler pendant longtemps et qui pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast. Il y a une crise d'autorité aujourd'hui à l'école. Complètement. Quand dans les lycées, on a mis en place les brigades régionales de sécurité en 2016, à l'époque, on nous demandait mais pourquoi vous faisiez ça? Aujourd'hui, on en a 100 agents. Hommes et femmes, donc dans chaque brigade, évidemment, il y a des brigades mixtes. Ces agents sont occupés quasiment en permanence, ils sont très demandés par les proviseurs, parce qu'on a besoin d'équipes qui incarnent à la fois une autorité, qui sont formées à la médiation, parce qu'on n'intervient pas dans un lycée comme ailleurs, ça reste un milieu de mineurs, avec, en tout cas pour nous, lycées entre 15 et 18, 15 et 19 ans. Donc il y a besoin aussi la présence humaine joue un rôle. Néanmoins, on est quand même frappé par l'augmentation là des rixes de bandes, l'introduction d'armes blanches dans les lycées, dans les sacs.
Et c'est un phénomène quand même qui est aujourd'hui de manière... qui augmente, ouais, on l'a vu. En tout cas, donc on a quand même effectivement ce sujet-là, qui est un sujet plus global de la société et qui rentre dans l'école. Donc l'école se protège, s'organise autour. On se rend compte que si on protège l'école, finalement, les risques sont lieu devant l'école. Le lieu le plus dangereux est peut-être, entre guillemets, entre l'arrêt de bus et le lycée. C'est celui qui est le moins protégé. Donc d'où la question du continuum de sécurité entre les polices municipales, la vidéoprotection municipale et ce qu'on peut mettre dans les lycées. Donc c'est tout un sujet. Mais oui, on a des difficultés à appréhender cette violence qui est quand même assez forte. En tout cas, c'est un âge, mais qui ne relève à la fois de l'éducation, mais qui relève aussi de la société de manière plus globale. On a pourquoi parfois on a des restos de bande le lundi, c'est que on l'a eu, des jeunes de 2 villes différentes. Souvent les lycées sont des lieux de rassemblement de quartiers, de villes, etc. Et c'est la guerre des boutons de manière un peu exponentielle. Ouais. Si le match de foot s'est mal passé le week-end ou ça s'est battu, en fait, on vient se rebattre le lundi matin devant le lycée, on prolonge ce qui s'est passé le week-end. Ça. Est-ce que l'innovation, d'une manière ou d'une autre, peut être un rempart ou une clé à tout ça ? L'innovation, en tout cas sur la partie, une première partie qui est autour de la caméra. Alors, est-ce que la caméra est une innovation, etc. Mais quand même, il y a beaucoup de choses à faire. Mais de la même manière, en 2016, pas de caméra dans les lycées. Aujourd'hui, 95% des lycées ont une caméra, des caméras. Et ça, c'est à la demande des proviseurs. Donc, la politique de la régionale est de dire, nous, on vous finance des caméras uniquement si vous en voulez. Donc, 0 en 2016, 95% aujourd'hui. Pas de raison c'est dû à quoi ? Samuel Paty, Dominique Bernard, ou c'était même avant, ça avait commencé avant. Je pense que c'est la capacité à visualiser ce qui se passe. La caméra a quand même un rôle. Vous vous battez pas devant une caméra souvent, en tout cas un peu moins. La caméra permet aussi d'enregistrer des actes, donc en cas de preuve, ça permet de donner. Donc ça joue quand même un rôle un peu dissuasif, et puis par rapport aux équipes, ça permet aussi de repérer ceux qui ont fauté, de les prendre et de marquer la sanction, quoi. Donc ça, on est plutôt dans le périmétrique autour des lycées. Certains vont plus loin, vont filmer des cours, vont filmer des couloirs à la demande du proviseur. Donc ça, c'est un débat qui arrive, mais en tout cas qui existe déjà dans certains collèges aujourd'hui en Ile-de-France. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet qui est porté par la région Île-de-France et dont vous avez peut-être la charge ? C'est un sacré sujet, ça aussi, qui fait débat dans la société. Oui, c'est passionnant, parce que finalement, ça vient... En fait, l'IA, dans beaucoup de sujets, est souvent un prétexte pour revisiter ce qu'on n'a pas fait, ou moins bien fait. Et finalement, ça dévoile tout ce qui est en dessous. Ouais. L'IA, on y est... évidemment, l'IA n'a pas arrivé avec ChatGPT, mais en tout cas, elle a considérablement accéléré. Là, ce qu'on a mis en place, plusieurs sujets, mais en tout cas, dans les lycées, on a mis en place, depuis février, une IA à disposition des enseignants. Donc, nous, on le fait que pour les enseignants, pas pour les élèves aujourd'hui. C'est intégré à l'outil de Pearl Trees, notre plateforme des manuels scolaires. Et l'IA s'appelle Spirit. Et là où on a travaillé, ou là où ils ont travaillé... c'est sur la simplicité d'usage. Donc aujourd'hui, Spirit, c'est un bouton sur la plateforme des manuels, les manuels libres, qui doit être, je ne sais plus si ça s'appelle compléter ou ajouter. Donc vous appuyez sur le bouton compléter, vous êtes sur un paragraphe d'un cours, d'un chapitre, et vous demandez un exercice, vous demandez un complément de cours. D'accord. C'est totalement intégré au manuel. Donc ce qui fait que l'enseignant a la capacité soit de prolonger le manuel qu'on lui a donné, de faire des exercices, de varier ses exercices. On l'a lancé en février, il y a environ 40 000 profs en Ile-de-France. On pense qu'il y en a 10 000 aujourd'hui qui l'ont testé, essayé, qui l'utilisent plus ou moins fortement. On fait des formations aussi, beaucoup de formations, et c'est un autre point auprès des enseignants, des proviseurs. Et on voit que dans les verbatims, dans les retours, cette fonction additionnelle de la plateforme est extrêmement appréciée. Alors, à ce stade, c'est que 1 sur 4 qui l'utilise, donc il y a 3 sur 4 qui ne l'ont pas forcément, ou 3 sur 4 qui utilisent peut-être d'autres outils que Spirit, évidemment. On a aussi fait des tests avec Knowledge, il y a d'autres éléments. Donc, mais j'ai le sentiment que dans le parcours de l'enseignant, ces 3 étapes pédagogiques, c'est-à-dire la préparation des cours, le cours
Et la correction, l'IA va faire un bond. Aujourd'hui, on n'est que plutôt sur la préparation. Et on arrive sur la partie, aujourd'hui, correction-évaluation, qui est un sujet assez intéressant. C'est ce que j'allais dire. J'imagine que c'est un bénéfice énorme aussi pour les enseignants. Ça vient avec une dualité. Un bénéfice, un gain de temps, d'efficacité, etc., quant à la correction de copie, par exemple. Et d'un autre côté, sans doute, comme ils s'en sont fait l'écho dans les médias ces derniers mois et ces dernières années, des craintes sur l'avenir de leur métier, sur leur fonction. Est-ce que vous le ressentez aussi fortement que ça a pu être le cas il y a quelques mois ou quelques années ? J'ai l'impression qu'en testant l'outil, plus on teste l'outil, plus on voit son bénéfice. Et le gain de temps que l'enseignant peut avoir dans la préparation de son cours, dans la préparation d'exercices, etc. Donc on a peut-être les mêmes sujets, y compris à la région, par rapport à des agents qui étaient moins embarqués, moins... En fait, les sondages qu'on a mis en place en interne, on s'est rendu compte que plus on l'utilisait, plus on y était favorable, parce qu'on a vu l'apport. Ça ne fait pas tout, ça a une capacité, mais le faire tel qu'on l'a fait, en tout cas j'ai l'impression que le faire sur des contenus qui sont validés. Donc c'est-à-dire que nous, notre l'IA Spirit s'appuie sur les manuels libres qui ont été des manuels validés par l'Éducation nationale sur un contenu validé. Donc le risque d'hallucination est quand même pas mal réduit. Très limité, ouais. On s'appuie sur aussi, et c'est la capacité en tout cas là, de millions de contenus, de cours qui ont été développés. Donc on voit que l'entraînement est quand même plutôt intéressant. Sur la partie correction, on a tout un débat en disant mais est-ce que chaque enseignant finalement a une méthode de correction ? C'est une façon de connaître son élève. Est-ce que l'IA va Bon, en même temps, il passe énormément de temps sur la correction. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment le plus sympa. En tout cas, ça reste assez fastidieux. En même temps, il y a des enseignants qui se font un devoir de corriger la veille pour le lendemain et ça fait partie de leur pratique. Donc, je dirais que là, on n'est pas dans... Évidemment, il y a une forme de liberté et de mise à disposition des outils. On sait qu'aujourd'hui, techniquement, on sait faire, en tout cas, la partie Spirit, et c'est ce qu'on aura, je pense, à partir de l'automne, c'est faire des exercices de maths. C'est-à-dire, elle sait les créer, elle sait les faire, et si elle sait les faire, elle saura les corriger. L'exercice de maths étant l'élément le plus intéressant. Et d'ailleurs, intéressant, la façon dont ils ont construit le modèle, c'est qu'ils ont utilisé toute la littérature qui a été produite par DeepSeek, le moteur chinois, mais en utilisant uniquement la littérature, parce que c'est des modèles open source, et en l'appliquant à des modèles open source qu'ils avaient entraînés, on arrive à cette capacité. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait corriger des exercices de maths jusqu'au niveau prépa. Et donc, je ne vois pas comment, à partir du moment où c'est possible, on ne l'utilisera pas. Je pense qu'il y a un énorme gain de temps. On est en période de bac, on peut aussi s'interroger, est-ce que l'IA ne peut pas finalement homogénéiser ces pratiques de concours nationaux. On sait que le biais humain reste fort. Il y a peut-être des biais en algorithmie, mais il y a aussi des biais humains. Vous allez vendre du rêve à de nombreux étudiants, là. Donc, oui, c'est forcément ce sujet, il faut le prendre. Il faut sans doute beaucoup former. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Quand on a mis en place la plateforme, on avait 3 webinaires par jour. On peut aller dans les lycées. Et donc, c'est ce qui engage, je pense, que l'enseignant dans la découverte, même s'il est globalement intuitif, mais quand même, il y a un moment, il y a des petits trucs, des astuces, des compléments, ou en tout cas une illustration de ce qu'on peut faire avec qui fait qu'il les engage. Donc oui, pour nous, c'est un gros sujet. Et puis, ça engage la personnalisation. Et c'est ce qu'on est aussi en train de faire. C'est quand même le but du numérique dans l'éducation, c'est d'aller vers la personnalisation des contenus, des exercices, en tout cas d'essayer d'évaluer au mieux ce que fait le prof de manière, on va dire, historique, manuellement. Mais face au nombre d'élèves en classe, à la rapidité, à la nécessité de finir le programme, etc., on peut penser que ça peut aider, en tout cas à lutter contre le décrochage. Moi, je suis persuadé qu'un bon élève avec de l'IA, sans IA, etc., globalement, il s'en sort, que ce soit des manuels papier, numériques. On a un groupe d'élèves qui sont... Mais on travaille un peu moins pour eux, un peu plus pour ceux qui décrochent et pour le reste des élèves. C'est ça. Est-ce qu'on peut concilier de fait massification de l'éducation et individualisation, j'ai arrivé des parcours ? C'est un peu la promesse du numérique en éducation, de se dire la massification manuelle a engendré beaucoup de problèmes de personnalisation. Donc, est-ce que les outils qu'on remet à la disposition vont permettre... on le voit, ça arrive,
et y compris sur la méthode. En tout cas, j'ai le sentiment que à la fois la personnalisation de la compréhension de ce qu'on fait, et on voit que la question de la méthode, on peut buter sur des exercices ou sur une étape, parce qu'à un moment donné, on a loupé une méthode. Et là, je pense que le numérique peut nous aider en redécoupant. Pour faire un exercice de physique, 10 points doivent être acquis. Et si je bute toujours au point 4 ou à la méthode 4, j'y arriverai pas. Et donc là, le numérique peut nous aider à clairement identifier et à revenir sur ce point-là. Vous travaillez beaucoup avec les startups du secteur EdTech, de l'éducation et de la technologie ? Oui, on a lancé un programme qui s'appelait Lycée Up, dont l'objectif était d'intégrer les startups. Donc chaque année, on a un jury conjoint avec l'académie et nous pour évaluer ces startups, savoir est-ce qu'elles sont conformes, RGPD, est-ce qu'il y a de la publicité, pas de publicité, quelle est leur valeur pédagogique, etc. Et on les met dans une sorte de store à disposition des enseignants qui ont la capacité de les tester, de les utiliser. Donc ils utilisent leur dotation. Donc en gros, au lieu d'acheter des manuels, ils achètent des solutions EdTech. Aujourd'hui, on doit avoir une quarantaine ou une cinquantaine de solutions EdTech. Alors, toutes ne sont pas utilisées de manière aussi intensive. Bien sûr. Mais on offre... Elles sont à leur disposition. Elles sont à leur disposition. Ils ont une capacité de pouvoir s'en saisir. Et on travaille aujourd'hui davantage sur l'évaluation. On a beaucoup intégré de EdTech. Maintenant, peut-être qu'on va... Je ne sais pas si on va en sortir, mais de se dire au bout d'un moment, si une solution est très, très peu utilisée, est-ce qu'il y a encore un intérêt à la laisser au catalogue ou pas, quoi. Toujours cette question d'efficacité, c'est pas un des EdTech qui revient. Oui, parce que ça reste une ligne budgétaire additionnelle, aussi dans un contexte réduit. Il faut y penser. Donc, est-ce que l'investissement mis est un retour sur investissement ? Pas forcément, c'est pas à nous de le décider d'une certaine manière, c'est plutôt aux enseignants, aux élèves et aux équipes pédagogiques, mais il faut quand même qu'on puisse l'évaluer. L'accès au stage, c'est un autre sujet aussi, mais qui reste un problème criant pour de nombreux jeunes. D'autant plus depuis quelques mois où les stages ont lieu la même semaine, rendant ça compliqué pour les parents, pour les familles, pour les entreprises aussi. Que peut faire la puissance publique ? Est-ce que d'ailleurs la région aide ces jeunes à trouver un stage, à s'orienter ? Alors, on a deux actions. Une action très directe qui est que l'on prend 200 stagiaires pendant 2 semaines. Donc, je ne vous cache pas que pour les directeurs que nous sommes, ça reste une épreuve. Et cette année, la DRH nous aide à mieux gérer. Ils n'en pouvaient plus. Non, en fait, ils alternent entre des séquences avec nous et des séquences collectives. D'accord. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc, ça permet aussi de soulager les équipes sur 2 semaines. On sait bien qu'on fait face à des élèves de seconde. Je ne dis pas qu'ils savent pas faire grand-chose, mais ils sont clairement en mode découverte, et c'est le but. Alors, sur les stages d'une semaine en 3e, c'est assez facile. Enfin, en tout cas, la durée d'une semaine permettait de gérer ça de manière... Sur 2 semaines, on voyait quand même que sur la 2e semaine, il y avait une forme d'épuisement de ce qu'on pouvait leur faire, de leur encadrement, etc. Donc là, cette année, en tout cas, sur les 200 stagiaires qu'on accueille dans toutes les directions, la moitié du temps sera dans les directions métiers et une autre moitié du temps sera partie collective. Et puis le deuxième élément, c'est avec Oriane, notre agence d'orientation. On essaye de mettre en visibilité des stages aussi qu'organise la région. D'accord. Donc quand la région verse des subventions, elle demande aux bénéficiaires de la subvention de créer des stages. Donc en fait, on incite les bénéficiaires des subventions régionales à créer des stages, à en ouvrir. Alors, c'est sans doute des stages un peu plus longue durée que les stages de seconde, mais le schéma reste le même. Ça reste difficile de trouver un stage quand on n'a pas de réseau, pas de connaissances, et qu'on est dans un milieu un peu plus isolé, quoi. Toujours. Est-ce que vous, d'ailleurs, en parlant d'orientation, vous avez toujours vous avez toujours su ce que vous vouliez faire petit ? Non, pas du tout. Non. J'ai retardé le choix. Ah oui. Non, au début, je crois que quand j'avais 6 ans, je voulais être ambassadeur agriculteur. Donc, je me suis dit, c'est un peu... Deux métiers qui n'ont pourtant rien à voir. Puis finalement, je me suis dit, j'ai travaillé dans une collectivité locale. Donc, la question de territoire m'a intéressé. Ouais. Le côté ambassadeur, c'était peut-être le côté politique publique. On peut vrai. reconstruire l'histoire après coup, mais en tout cas... C'est vrai. Non, j'ai attendu assez longtemps et finalement, j'ai fait des études qui m'ont permis de retarder mon choix. Et c'est à chaque fois, en faisant des choses, le parcours m'a amené au métier d'après, quoi. Mais avec toujours cette idée
de projets, d'innovation. C'est peut-être ça le fil conducteur. Si vous pouviez glisser un message à tous les jeunes qui nous écoutent dans leur carnet de correspondance, ce serait quoi ? Soyez audacieux, croyez en vous et faites des choses en fait. En fait, quel que soit le lieu où on le fait, qui n'est pas forcément à l'école, mais en association ou dans un bureau des élèves, etc. Le fait de s'investir et de faire amène la personne, l'élève en tout cas, ou le jeune, à découvrir son potentiel, à découvrir ce qu'il aime. Et donc c'est assez itératif en fait, l'orientation ou vers quoi on va. C'est effectivement, j'ai une appétence ou j'ai des disponibilités pour un sujet, mais c'est en faisant ça, en organisant une fête, en organisant une soirée, en gérant un club, en s'investissant qu'on est amené à être confronté aux autres, à l'organisation des sujets, à découvrir des sujets, pourquoi pas de com ou de comptabilité ou autre chose. Et donc c'est cette partie-là, quoi. Finalement, allez-y, quoi. Engagez-vous dans un sujet annexe à celui de l'éducation, ou même à l'intérieur de l'école. Il y a beaucoup d'associations dans les écoles. C'est vrai. Il faudrait presque des cours d'entrepreneuriat. Oui, de faire. Ouais, l'entrepreneuriat, on le voit peut-être. En tout cas, tel qu'il est vu, c'est je vais créer mon entreprise. Donc, on ne va pas forcément la créer, même s'il y a des modèles ici. Mais en tout cas, c'est cette notion d'engagement d'y aller, quoi, en disant prenez confiance en vous. Et finalement, c'est cette question de la confiance, quoi, qu'on attribue aux jeunes et de l'aider à avoir confiance en lui pour tester et s'embarquer sur ce chemin de la réalisation. Dans ce cas, est-ce que vous préférez le diplôme ou l'expérience ? Souvent. En fait, le système français fait que sans diplôme, c'est très compliqué. Donc, dire à ses enfants, dans une éducation un peu classique, mais si tu peux quand même garder le diplôme en faisant, ça serait pas mal. Ça aide. Ça aide quand même à faire, quoi. Bien sûr. Mais un diplôme sans faire est pas très intéressant, je pense. En tout cas, moi, je pars d'expérience ou d'école de commerce, on voit bien que finalement la vie associative est aussi importante que le cours. Et même, à un moment, mon fils m'a dit « Mais c'est super, j'ai pu utiliser en association ce que j'ai appris dans un cours. » Tout d'un coup, je découvrais. Et c'était pas le cours me servent à le quelque cours chose, pouvait papa. servir à quelque chose. J'ai trouvé ça assez fabuleux. Mais, une bonne révélation. Une révélation. Tout à fait. Bon, c'est quoi la qualité la plus importante pour réussir dans le monde de l'éducation en France, selon vous ? C'est pas un marché facile. Pour une entreprise ou pour pour quelqu'un comme vous, qui est à l'initiative de politique. C'est quelqu'un qui, finalement, connaît bien la façon dont l'éducation fonctionne. Ce qui n'est pas facile, hein, non. Dans un process un peu compliqué. Et donc, qui, finalement, réussit à développer des solutions qui sont très ergonomiques. Donc la question de la facilité d'usage, elle est pour moi essentielle dans ces schémas-là. Et puis le troisième élément, on va dire, c'est de l'accompagnement. De nombreuses solutions. On parlait de notre dispositif Lycée-Up. Ouais. Beaucoup d'entreprises pensent qu'une fois qu'ils sont dans Lycée-Up, c'est gagné, c'est fini. Mais en fait, nous, on va les mettre sur un store, quoi. Et après, il y a tout ce travail d'accompagnement, il faut le faire, et c'est pas nous qui le faisons. Et donc, ceux qui réussissent aujourd'hui sont ceux qui vraiment accompagnent les enseignants dans l'usage, sont capables de former, de les éclairer, de venir les aider, et qui apportent du coup une vraie valeur ajoutée. Votre vision de l'éducation dans 20 ans, c'est quoi, Bernard ? Je pense que l'IA sera très très présente. Ouais. C'est une vision plutôt positive ? Optimiste ? En fait, l'IA est là. Je ne crois pas qu'elle s'arrêtera. Donc, de toute façon... C'est pas comme le métavers, des trucs qui ont été... peut-être des bulles qui ont éclaté un peu rapidement. Alors, peut-être qu'il y aura des vagues de plus ou moins forte intensité, mais quand on voit l'IA, quand même... Aujourd'hui, l'IA générative s'appuie quand même beaucoup sur la notion de contenu, de texte, de documentation, et l'éducation s'appuie quand même énormément là-dessus. Oui. Donc, on peut penser que l'IA générative qui génère du texte, du contenu, va apporter quelque chose et l'apporte déjà. Deuxième élément,
la place de l'enseignant restera néanmoins capitale. L'IA, en fait, je ne sais plus qui me disait, mais que dans les années 30, les profs avaient un assistant. Donc il y avait la fonction du professeur, et ce professeur était aidé, assisté par un assistant qui l'aidait à faire bien physiquement, ouais. Qui l'aidait à faire ses cours, ses exercices, etc. Alors effectivement, on était dans une époque où la massification de l'enseignement permettait sans doute de recruter davantage de personnes qu'on l'a aujourd'hui. Mais finalement, l'IA, je pense, vient revisiter cette fonction de l'assistant du prof aujourd'hui, et que le fait qu'on ait des difficultés à recruter, qu'on ait besoin d'enseignants, que le temps disponible est limité, qu'on va exiger davantage, je pense que cette question d'un assistant pour l'enseignant va s'imposer. Il va falloir recruter alors. Il va y avoir des postes disponibles, messieurs. Autant qu'il y a de postes disponibles, peut-être d'enseignants. Il y aura, oui, mais je pense que l'IA va faire en sorte qu'on va éviter de recruter, enfin encore, je ne sais pas si on peut, je le dis mal, mais on voit bien qu'on a des difficultés à recruter. Donc si on considère que le niveau de recrutement ne va pas trop augmenter, même si on revalorise ou si voilà, je pense que l'IA va venir aider à compenser peut-être et à donner un peu plus d'autonomie, de temps disponible à l'enseignant. Il y a un prof qui a changé votre vie, Bernard ? Ouais, j'en ai peut-être deux. J'en ai un. Le dernier, c'est sans doute un prof d'histoire où on a ouvert en fait le côté un peu scolaire de l'histoire, enfin linéaire. Ouais. J'étais resté là-dessus, quoi. Et en fait, la notion de géopolitique, ou en tout cas m'a fait découvrir les interactions entre pays, les interactions entre pôles sur une vision un peu moins linéaire. Alors l'histoire française est importante pour nous finalement. On revenait au cœur du processus d'intégration démocratique, et donc on comprend qu'on doit apprendre ça. Mais cette vision plus mondialisée, m'avait passionné. Et puis un autre aussi, c'était à Sciences Po, où j'avais pris un peu par hasard un cours d'innovation, économie de l'innovation. Je ne savais pas du tout ce que c'était à 19-20 ans. Et finalement, ça m'a ouvert l'esprit, ça a ouvert la voie à mes métiers. Mais donc, oui. Bah ouais. Bon, et dernière question, si vous deviez passer le flambeau du micro de 20 sur 20, le micro auquel vous êtes aujourd'hui, à une personne dans le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur, ou quelqu'un que vous connaissez et qui pourrait nous parler de ces sujets, à qui vous pourriez penser ? J'avais pas réfléchi à la question. Pas réfléchi à la question jusque-là. Vous n'y étiez pas au courant. Mais oui. En tout cas, si on suit le débat sur l'intelligence artificielle et l'éducation, je trouve que le patron de l'école Ivan City, David Chiwi, est une personne très intéressante. Il a construit son école qui est un mix entre management finalement, et c'est ni des écoles d'ingénieurs ni des écoles de management, mais c'est cette fusion entre les deux. Et je trouve qu'il a une vision extrêmement intéressante, assez puissante, et qui ouvre quelque chose. Il a aussi des écoles avec de la parité. Et quand vous avez dans ce type d'école 50% de filles, 50% de garçons, vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe. Une école extrêmement aussi ouverte sur le monde, qui intègre des gens de différentes nationalités, cultures. Donc je pense qu'il a créé, j'ai l'impression, cette école a 5 ou 6 ans. D'accord. Il a créé un modèle assez intéressant à suivre, en tout cas, et quelqu'un qui a une vision peut-être un peu prospective. Et puis sinon... Roulement de tambour. C'est déjà très bien. C'est déjà bien. Ouais. Sinon, allez, invitons-le, puisque j'en ai beaucoup parlé. En tout cas, quelqu'un avec qui on a beaucoup collaboré, ce qui est effectivement le patron de Pearl Trees, Patrice Lamotte, avec qui on a construit cette plateforme de manuels, avec qui on a avancé sur les manuels qui avancent sur l'IA. Et je pense qu'il y a une vision assez intéressante de ce que le secteur privé peut apporter à l'éducation, tout en respectant les valeurs de l'éducation. Toujours. Et ben voilà, on a nos prochains invités. Merci infiniment, en tout cas, Bernard Géry, d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
On était ravis de vous recevoir. Et puis nous, évidemment, vous le savez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 20 sur 20.